beaucoup. Bon, bienvenue à tous pour cette, on en est à la 5e, hein, Filippo, la 5e conférence du C'est RRA. ça. Voilà, alors je vais te laisser ouvrir, Filippo, qui Alors, coordonne donc le site des conférences, et ensuite Martine Benoît prendra la parole. bonsoir, bienvenue. Et bonsoir Elad Lapido. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour la conférence de ce soir. Donc, je prends juste 2-3 minutes pour vous rappeler que nous avons donc une chaîne YouTube, RRA, dans laquelle vous trouverez les enregistrements de toutes les conférences qu'on a fait jusque-là. Donc, je vous invite à regarder la page YouTube régulièrement et de partager aussi. Nous avons aussi donc une page Facebook et LinkedIn dans laquelle, comment dire, que nous utilisons pour faire la pub de notre conférence, nos activités. Et depuis un mois, désormais, un nouveau et très beau site Internet qui donc présente le RRA, les axes des recherches, les chercheurs impliqués, les universités partenaires, le prix de thèse dédié à Jeanne Hersch, nos publications, les actualités, nos actions, toute l'activité du RRA, vraiment. Et c'est moi avec Céline Masson, Martine Benoît, Isabelle McNem et tout le RRA que nous nous occupons de mettre toujours à jour ce site Internet. Voilà. Je pense, donc, je te laisse la parole, Martine. Tu vas introduire donc la conférence et discuter ce soir avec Lapido. Voilà. Alors, je ne vais pas être tout seul à discuter, on va discuter tous, mais je voulais d'abord un petit peu introduire Elad et puis le propos de son livre, parce que c'est un livre qui n'est pas encore paru en français. Et donc, bon, et puis un petit peu déjà peut-être introduire des éléments de questionnement qu'on pourra reprendre peut-être après avoir entendu Elad. Donc, ce livre est paru l'année dernière en anglais d'abord aux éditions State University of New York sous le titre Jews Out of the Question, A Critique of Anti-Antisemitism, et ensuite en allemand aux éditions, voilà, ça c'est le livre en anglais, et ensuite en allemand aux éditions Mattes und Seitz, qui sont des éditions très très importantes à Berlin cette année, donc sous le titre Anti-Antisemitismus, eine philosophische Critique, donc l'anti-antisémitisme, une critique philosophique. Et donc, dans son livre, dans ces deux livres, en allemand et en anglais, donc l'original est en anglais, traduit en allemand, et là, il insiste sur l'orthographe avec un tiret dans le titre antisémitisme et avec 2 tirets pour le terme antisémitisme. Alors moi, une question que j'avais tout de suite à lui poser, mais sur laquelle on reviendra, c'est peut-être le terme de philosémitisme qui n'apparaît qu'une fois, et donc peut-être sur lequel tu pourras nous revenir. Donc le texte, le livre d'Elad se compose en 2 parties. Une première partie qui présente une lecture critique d'Adorno, de Horkheimer, enfin Adorno-Horkheimer, de Sartre, d'Arendt, de Badiou, de Nancy, et qui démontre de manière paradoxale que l'opposition à l'antisémitisme aurait généré dans la philosophie de l'après-Holocauste un rejet de la pensée juive. Puis dans la seconde partie sont retracées les racines épistémiques de l'antisémitisme moderne et examiner les liens entre le discours racial et les notions modernes de religion, de langue, d'histoire, de nation, d'État. Et ça, dans une relecture, dans une lecture de Renan, de Bauer, de Marx, du journaliste allemand Marr et d'Hitler. Et la conclusion de l'ouvrage, c'est paradoxalement que l'opposition à l'antisémitisme, l'opposition à l'antisémitisme a généré
dans la philosophie après la Shoah, un rejet de la pensée juive qui, à certains égards, est plus radical, serait plus radical que les formes historiques précédentes d'anti-judaïsme. Et donc, de mon point de vue, ce livre a des accents de provocation, mais peut-être que tu n'es pas d'accord et que toi, tu lis les choses autrement. Tu parles d'une lecture épistémopolitique, d'une analyse épistémopolitique. Moi, je souhaiterais que tu reviennes sur ce concept, peut-être. Et puis, le questionnement est de savoir si ce livre aura un prolongement et lequel, à quoi mène à quoi ce livre mène notre pensée et pour toi, à quoi ce livre mène ta recherche? Vers quoi ce livre mène ta recherche? Voilà. Donc, nous te laissons la parole déjà d'abord pour nous expliquer. Bonjour et bonsoir à tous. Merci encore une fois, Céline, pour m'inviter et Martine pour m'inviter pour introduire moi et les livres et déjà entrer dans la question centrale. Et merci pour déjà justement articuler les éléments principaux de ce que j'ai fait, ce que j'essaie de faire dans les livres et aussi de justement poser quelques questions. Et ce que je veux faire maintenant, c'est d'une certaine manière élaborer sur ce que Martine, tu as déjà dit, tu as déjà présenté la thèse principale de ce livre. Donc, je vais élaborer un peu sur ce que j'ai dit, ce que j'ai essayé de penser, de formuler dans ce livre. C'est la première fois que je le fais en français, donc merci aussi pour cette occasion. Et je prends comme mot-clé dans ce que Martine a dit le mot « encore ». Ce n'est pas encore traduit en français. J'espère que ça va être traduit. Et donc, je vais commencer pour présenter quelques éléments. Et je vais vous aussi rappeler ou peut-être exposer très brièvement une autre critique du discours anti-sémitique qui n'est pas le mien. Et pour distinguer de ce que moi j'ai fait. Après, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste ma propre critique de ce que j'appelle l'anti-antisémitisme. Et finalement, je vais aussi assez brièvement vous dire comment je le montre, comment je le démontre dans les livres. Et Martine a déjà indiqué qu'il s'agit de lectures de quelques philosophes importants dans cet égard, et je vais vous dire un peu plus sur ce que j'ai fait. Bon, je vais commencer avec une note générale qui doit être claire, mais il faut le dire quand même. Bien sûr, quand je parle de critique de antisémitisme, et quand je critique le rejet ou la résistance ou le combat contre l'antisémitisme, bien sûr, il ne s'agit pas de proposer l'antisémitisme. Et ce n'est pas la cause d'affirmer l'antisémitisme. Ce que j'essaie de faire, c'est plutôt faire la critique interne, bien sûr, de l'anti-antisémitisme, c'est-à-dire j'examine la stratégie ou les stratégies que je trouve dominantes, surtout dans la théorie, dans la philosophie, dans le discours conceptuel, et les stratégies dominantes
qui était développé pour justement agir contre, résister, refuser les discours antisémites après l'Holocauste. C'est ça que je fais et j'examine cette stratégie, bien sûr, d'une manière interne, c'est-à-dire si, avec la question, est-ce qu'on obtient le but qu'on partage, c'est-à-dire la résistance contre l'antisémitisme. C'est ça la question. Est-ce que cette stratégie est efficace? Et quand je parle de l'anti-antisémitisme, je ne parle pas de toute opposition contre l'antisémitisme. Ça doit être clair dès le début. Je parle sur les stratégies dominantes qui ont été déjà adoptées et développées. Donc, c'est ça que je fais. Et dans le livre, c'est une critique et j'essaie de problématiser, j'essaie d'indiquer un certain problème que je pense avoir observé dans ces stratégies d'anti-antisémitisme et dominante. Et j'essaie d'indiquer un certain problème. Et justement, la proposition provocante, et comme Martine a déjà dit, c'est que j'avance qu'il y a à certains moments un certain problème central dans cette stratégie dominante antisémitisme qui amène ce discours antisémite ou antisémitique vers une certaine solidarité, je parle même de complicité, et une certaine convergence avec le discours antisémitique même, c'est-à-dire justement avec c'est contre quoi on essaye de développer une théorie. Donc c'est ça le cadre de ces livres. Je m'excuse d'avance de dire tout le temps anti, c'est beaucoup de négativité, mais c'est comme ça qui est le phénomène est conçu aujourd'hui comme quelque chose de négatif contre laquelle il faut être négatif. Donc, il y aura beaucoup de anti et je vais essayer quand même de ne pas être trop confus. Bon, je vais commencer comme indiqué pour vous présenter une critique existante et entre-temps assez connue contre l'antisémitisme contemporain, qui n'est pas la mienne, que je trouve importante, mais qui n'est pas la mienne, et il faut le dire. Et c'est une critique qui a été avancée par plusieurs personnes déjà, et moi je trouve la manière la plus articulée était proposée par Guy Lanidjar, un chercheur, un professeur de philosophie à l'Université de Columbia, à New York. Et la critique d'Anidjar et des autres se concentre sur le problème que le combat antisémitique actuel oublie l'islam, oublie le problème avec l'islamophobie. C'est ça le problème principal. La thèse est que le discours sémitique, qui est la base de l'antisémitisme, a été développé historiquement, surtout au XIXe siècle, avec deux figures types de sémites, les juifs et l'arabe, ou les juifs et les musulmans. Et ces deux figures ont figuré dès le début comme ennemis, c'est-à-dire comme figures problématiques. Et alors, l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme a été dès le début lié avec l'antisémitisme qui est anti-islam. La thèse est que justement, il y a un lien discursif, conceptuel et historique entre ces deux hostilités. Edouard Saïd a parlé sur les liens entre l'antisémitisme et l'orientalisme. Et selon cette thèse, si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, il faut lutter en même temps, il faut penser en même temps ces deux hostilités ensemble, anti-judaïsme et anti-islam. C'est ça la thèse. Et si on se concentre que sur l'anti-judaïsme, la résistance n'est pas efficace au niveau du discours. C'est ça la thèse.
je le trouve intéressante et importante, mais ce n'est pas la critique que je développe dans les livres. Okay? Le critique que moi, je développe dans les livres se concentre non pas sur l'oubli de l'islam, mais peut-être de manière plus paradoxale, l'oubli du judaïsme dans l'anti-antisémitisme, dans l'opposition contemporaine à l'antisémitisme, l'oubli non pas de l'islam et de l'anti-islam, mais l'oubli du judaïsme. L'expression que j'ai choisie en anglais pour cette paradoxe, l'oubli du judaïsme dans l'anti-antisémitisme, je l'appelais en anglais, et c'est ça le titre, Jews out of the question. C'est ça le titre. Et je pense que le jeu de mots fonctionne aussi en français. Ça ne fonctionne pas en allemand, ça ne fonctionne pas en hébreu, mais je pense qu'en français, ça marche. Les Juifs hors de question. Hors de question. C'est-à-dire que, avec les deux significations, au niveau littéral, l'anti-antisémitisme veut finir avec la question juive. Finir avec la situation où les Juifs posent un problème. Judenfrage. Ouais, c'est en même temps la question, mais aussi le problème qui pose les Juifs. Donc, on veut finir avec ce discours qui est justement un centre de l'antisémitisme historique. Donc, on veut finir avec cette problématisation des Juifs, c'est-à-dire il y a ici un moment, Martine, tu l'as déjà indiqué, ces mots philo-sémitiques, mais, et là c'est mon intervention, il y a aussi une ambivalence dans la stratégie choisie pour le faire, justement de écarter les Juifs et le être juif, le judaïsme, écarter le judaïsme de ce domaine où justement on pose des questions. Le judaïsme n'est pas quelque chose qui relève de ce domaine où on pose des questions, où on avance des thèses, où on discute, c'est-à-dire où il y a on peut les appeler de différents titres, le savoir, la discussion, les discours, les idées, la pensée. Moi, j'ai choisi le mot assez technique, épistème. Je suis Michel Foucault pour délimiter ce domaine social et politique où le savoir est traité d'une manière explicite. Donc, juif hors de question, pas de questions juives, mais aussi hors de question, on n'en parle plus. Ce n'est pas un thème qui appartient au monde de la pensée, au monde épistémique, à l'épistème. C'est-à-dire, on finit avec l'antisémitisme, mais on finit avec le judaïsme. C'est ça la thèse, l'observation. Pour décrire l'opération qui est faite par cette exclusion, je parle de déépistémisation du juif, c'est-à-dire de justement écarter les juifs, ou le judaïsme, ou la culture juive, ou l'histoire juive, le phénomène juif, écarter de cette dimension, de ce monde de savoir, de épistéma, alors déépistémisation. Je vais retourner à cette opération. Alors, l'argument de base, pour être plus articulé, c'est que ce que j'observe, ce que je problématise dans le discours anti-antisémitique, c'est que l'anti-antisémitisme dominante critique
condamnent l'antisémitisme, non pas pour penser mal, pour attribuer des valeurs ou des idées négatives aux Juifs, au judaïsme. Ce n'est pas ça le cœur de la critique, mais la critique est plus fondamentale. On critique, on condamne l'antisémitisme pour attribuer des valeurs ou des idées ou des principes en général pour les Juifs. C'est-à-dire pour attribuer, pour dire qu'il y a quelque chose de juif dans la pensée, dans les savoirs, qu'il y a une spécificité épistémique, historique, ou peut-être aussi actuelle, à la culture, à l'existence, à la société, à la civilisation juive. C'est-à-dire le problème que le antisémitisme trouve dans l'antisémitisme, le problème qui est nommé antisémitisme, c'est justement de regarder, de proposer de regarder les Juifs dans l'histoire comme, je dirais, agents épistémiques, comme sujet dans certains savoirs, comme être épistémique, comme une collectivité qui est constituée par quelques idées spécifiques, pour être plus provoquant, comme une collectivité de Torah. En hébreu, ça marche bien parce que Torah, c'est justement aujourd'hui savoir. Ça ne doit pas être nécessairement religion, mais doctrine, théorie, loi, peut-être aussi. De toute façon, le problème posé, critiqué par l'antisémitisme, c'est justement de concevoir les Juifs, le judaïsme, comme une collectivité de savoir, collectivité épistémique. Collectivité ou une culture qui a alors, qui est associée avec quelques contenus, quelques idées. On peut discuter quelles, mais quelques idées quand même, qu'on peut aimer, adopter, cultiver, mais on peut aussi ne pas aimer, critiquer, être anti, contre. C'est ça, selon mes lectures, mes impressions, c'est qu'on peut trouver à la base des stratégies dominantes de l'antisémitisme contemporain. Maintenant, je veux indiquer deux conséquences de ce rejet de savoir juif, de juif comme sujet de savoir. La première conséquence, c'est que dans le savoir, dans la science, dans les études antisémitiques contemporaines, c'est-à-dire dans justement ce discours épistémique explicite qui essaie de conceptualiser, de structurer, d'articuler l'antisémitisme, l'opposition contre l'antisémitisme. L'antisémitisme même, le phénomène antisémite, est conçu comme quelque chose qui, de manière fondamentale, n'a rien à voir avec les Juifs. N'a rien à voir avec les Juifs. Avec les Juifs réels. Avec les Juifs réels. C'est-à-dire, l'antisémitisme
est une fantaisie, d'une certaine manière, de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là, justement, qu'on refuse cette trait d'union. L'antisémitisme, ce n'est pas anti-sémite ou anti-juif, ce n'est pas une attitude hostile contre, animosité contre des vrais juifs ou contre des sémites, mais c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec des vraies personnes. Alors il faut enlever le trait d'union, c'est antisémitisme, qui est traité justement comme une sorte d'état aux conditions psychologiques, bien sûr pathologiques, des antisémites. Et il y a une tendance, je trouve, dans les études antisémites, c'est-à-dire les études de l'antisémitisme, la science de l'antisémitisme, justement d'être une science des antisémites, où la condition épistémologique, méthodologique, parfois explicite, c'est qu'il faut étudier l'antisémitisme sans étudier les Juifs. Et on peut voir ces tendances dans quelques études historiographiques aussi récentes de l'histoire de l'antisémitisme ou parfois de l'antijudaïsme, comme je cite par exemple un livre assez connu de David Nirenberg, qui est un historien excellent, mais je pense qu'ici on voit justement ces tendances, l'antijudaïsme comme tradition occidentale, où il traite justement les pensées ou les idées anti-juifs au cours de l'histoire occidentale, sans parler juif, d'une manière méthodologique. Donc ça, c'est la première conséquence de cette stratégie anti-antisémite d'écarter l'antisémitisme en écartant les épistèmes juifs. La deuxième conséquence, c'est que, je ne sais pas encore, ce n'était pas encore traduit en français, encore. Je ne sais pas, mais la référence, elle est en allemand, en tout cas, dans ton, dans ton bouquin. OK. Merci, Martine. Et la deuxième conséquence, c'est que, et là, j'avance un pas, c'est que selon ces stratégies, toute notion selon laquelle il y a une judaïté, un être juif épistémique, toute notion des juifs comme collectivité de savoir est à la base attribuée à une fantaisie antisémite, ou à une fantaisie de type antisémite. Toute perception, toute conception, toute notion du judaïsme comme collectivité de savoir est déjà problématisée comme appartenant au discours de type antisémite. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et là, on peut commencer à voir le problème. Le problème est que selon cette conception, travaillant avec cette idée, le discours antisémite assez vite arrive à cette solidarité et même complicité avec les discours antisémites avec quoi j'ai commencé, cette complicité. Comment ça? Si on condamne ou problématise comme justement antisémitique la notion, l'imagination
la théorie, la thèse que le judaïsme est une collectivité de savoir, très vite, on arrive à condamner le judaïsme, c'est-à-dire les notions juives selon laquelle le judaïsme est une collectivité de savoir, une collectivité de Torah. Justement, à côté des antisémites, il y a autant, et bien sûr, j'imagine, beaucoup plus de penseurs juifs, des auteurs juifs, au cours de l'histoire, qui ont proposé la thèse que le judaïsme est une subjectivité collective de savoir. Justement, la Torah, c'est qu'un mot-clé, mais on peut ajouter des autres. Talmud, Kabbalah, Halakha. Donc, assez vite, le discours anti-sémitique, qui condamne l'idée de l'épistème juif, rejoint l'antisémitisme comme anti-judaïsme. C'est-à-dire hostilité contre la notion, l'argument, la thèse qu'il y a une épistème juive, pensée juive. Je disais solidarité, complicité. Je veux être même plus provocatif et dire qu'en certaines mesures, il y a aussi même une amplification de la tendance anti-juive dans l'antisémitisme par rapport à l'antisémitisme. C'est-à-dire, si l'antisémitisme est une hostilité, une critique, animosité, haine contre la pensée, les idées, les principes, les valeurs juives, l'antisémitisme est un effacement beaucoup plus profond du savoir juif ou de l'idée qu'il y a savoir ou pensée juif. Beaucoup plus profonde parce que justement, niant l'existence de ces savoirs. Donc, dans un certain aspect, l'antisémitisme produit des positions beaucoup plus hostiles contre le judaïsme que l'antisémitisme. C'est ça l'argument, je disais, le plus extrême. Mais je pense que c'est vrai. On peut parler ici contre le concept de génocide qui est devenu, justement après l'Holocauste, très courant. On peut poser un autre terme qui, dans les dernières années, est de plus en plus présent dans les discours, le terme d'épistémocide. C'est-à-dire la tuerie, le meurtre, non pas de peuple, de race, génos, mais de savoir. Donc, je trouve qu'il y a une tendance épistémocidale dans le discours, dans la stratégie contemporaine dominante de l'antisémitisme. Sur le niveau disciplinaire, je dirais qu'on peut le voir, mais ça c'est vraiment si on travaille dans la discipline, on peut trouver des moments où il y a une vraie tension entre les études d'antisémitisme et les études juives. C'est-à-dire les gens qui travaillent sur l'histoire de l'antisémitisme et les gens qui travaillent sur l'histoire de la pensée juive. On peut voir qu'il y a des moments de vraie tension. Maintenant, je veux dire quelque chose sur le moment. Je parlais sur le moment négatif de l'antisémitisme, l'effacement de la pensée juive et peut-être du judaïsme. Mais il y a aussi
une conséquence positive, pour ainsi dire positive, pas félicieux, mais positive au niveau de ne pas effacer quelque chose, mais générer, poser quelque chose. Parce que l'antisémitisme, et je répète le mot, philosémitisme, et justement n'est pas contre les Juifs, même si selon ce que je dis, il y a un moment anti-juif, mais au niveau, bien sûr, de la cause explicite, ce n'est pas une cause anti-juive, c'est une cause pro-juive, c'est une cause positive, cause justement philosémite. Donc, il y a justement dans l'antisémitisme aussi la volonté et l'opération de poser, de reconnaître l'existence des Juifs comme collectif. Bien sûr, on veut protéger les Juifs. Donc, il y a aussi un moment de positif, d'imagination d'une collectivité juive positive. Maintenant, quelle est la nature de cette collectivité juive posée, proposée, imaginée par l'antisémitisme? Selon moi, la nature de cette collective, c'est que c'est un groupe, une collectivité, justement, sans savoir. Une collectivité sans savoir, sans idée, sans contenu, si vous voulez. Or, comme je dis, déépistemisé. Un judaïsme déépistemisé. On peut penser à quelques concepts contemporains qui étaient proposés par des philosophes et des théoréticiens, pas seulement dans le contexte juif, pour penser cette collectivité. Giorgio Agamben a parlé de vie nue, un sujet de vie nue. On parle dans le contexte juif des juifs réels aux juifs vivants, contre justement les juifs de la fantaisie, de mythe. Je pense qu'on peut parler ici d'une tendance biopolitique, c'est-à-dire comprendre la politique par des catégories ou par des images ou par des concepts qui appartiennent justement au niveau de la vie organique, justement, qui n'est pas épistémique, sans savoir. Je propose que dans cette cette proposition de judaïsme comme collectivité sans savoir, l'antisémitisme est solidaire des autres opérations qui ne sont pas limitées à la question de l'antisémitisme. Je pense qu'il y a aussi des phénomènes, des mouvements dans le monde juif qui, d'une manière explicite, essayent de produire, de générer des identités juives qui, je pense, rejoignent cette idée de collectivité sans savoir. Mais ça, c'est une remarque générale. Pour finir cette articulation conceptuelle de ce que je fais, je veux répondre à ce que Martine a demandé par rapport à cette question de épistémopolitique ou épistémologie politique. Donc justement, contre cette idée de biopolitique, de collectivité sans savoir, moi j'essaie de poser la question d'une manière la plus générale. Ça concerne pas seulement le judaïsme, ça concerne la manière dans laquelle aujourd'hui et depuis déjà quelque temps, on imagine et on
on fait la performance des collectivités. Et donc, je parle de la mesure dans laquelle, oui ou non, aujourd'hui, on pense la collectivité comme quelque chose épistémique ou pas. C'est-à-dire la relation entre la manière dans laquelle nous comprenons existence collective, si vous voulez, politique, et la manière dans laquelle on comprend savoir, penser, épistème. Donc, je parle de la pensée épistémopolitique ou de l'épistémologie politique. C'est ça la manière la plus générale dans laquelle j'essaie d'encadrer cette question et de problématiser la question de l'antisémitisme. Et le problème, justement, dont je parle, c'est la tendance de dissocier collectivité et savoir. C'est-à-dire, je problématise une certaine épistémologie politique négative, oui, avec analogie la théologie négative. Je parle de la épistémologie politique négative. Et je vois dans le antisémitisme une forme, peut-être même paradigmatique, d'épistémologie politique négative. OK. C'était ça, j'essaie de donner l'articulation de base de l'argument. J'hésite maintenant si je vais dire quelque chose de plus très vite sur l'articulation plus concrète de cet argument dans le livre. Je ne vais pas vous fatiguer, c'est déjà assez tard et j'ai déjà parlé beaucoup. Et donc, Martine, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je parle encore 5-10 minutes pour... Oui, moi je pense que ça peut être intéressant que ouais? peut-être avec des exemples. Oui, exactement. Peut-être. Hein, OK, oui. je vois que Martine Cohen aussi est pour. OK, merci Martine Cohen. Donc je vais parler un peu plus. Merci pour l'attention et la patience. Justement pour concrétiser un peu ce que je viens de dire de manière conceptuelle. Donc, où est-ce que j'observe cet antisémitisme dont je parle et que je diagnosticise d'une manière problématique? Comme je dis, je regarde de manière très, très claire et très spécifique des théories explicites d'antisémitisme développées par des philosophes assez connus après la Shoah, après l'Holocauste. C'est ça où je regarde. J'ai commencé le travail par rapport à un débat assez récent que j'imagine vous avez tous été informés et que vous avez tous entendu. C'est le débat autour de Heidegger et l'antisémitisme d'Heidegger. Oui, il y avait cette carnet noir qui était publié en 2014 où on a trouvé des notes et remarques explicitement anti-juifs, antisémitiques, et donc il s'est développé tout un débat autour de ces notes. Et moi, j'étais impliqué dans ce débat parce que je travaillais sur Heidegger et je travaillais sur la pensée juive. Alors, j'ai intervenu. Mais ce que j'ai remarqué au cours de ce débat, c'est que justement, ce qui pour moi était beaucoup plus intéressant, c'est que Heidegger a écrit, qui n'est pas beaucoup et pas très originel dans cet égard. Et c'était plutôt le débat, comment les philosophes et aujourd'hui ont théorétisé, ont compris, ont thématisé le problème de l'antisémitisme dans la philosophie. Et j'ai remarqué qu'il y avait une tendance justement de traiter le problème de l'antisémitisme dans la philosophie comme un problème de juifs dans la philosophie. C'est-à-dire le problème est qu'on essaie de parler des juifs dans le discours philosophique et les juifs n'appartiennent pas à c'est pas un thème pour des penseurs juifs. Et donc j'ai analysé ces discours et j'arrivais à trouver
toutes les différentes positions de l'anti-antisémitisme dans ce débat même. Et donc, j'ai commencé là et après, j'ai extrapolé. J'ai regardé sur les théories plus anciennes et j'ai vu justement que ce phénomène d'anti-antisémitisme, avec la problématisation que j'en fais, justement, est très central aux théories existantes des anti-antisémitismes. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai fait une typologie des trois formes principales de cette problématique de fond de l'anti-antisémitisme que je viens de vous expliquer. J'ai trouvé trois positions, trois formes, trois constellations différentes et bien sûr entreliées de cet anti-antisémitisme. Et j'ai trouvé des auteurs qui, dans certains moments de leur œuvre, ont arrivé à formuler de manière assez exacte les différentes formes de cet anti-antisémitisme. Donc, comme Martin a déjà dit, j'ai lu et analysé Théodore Adorno et Max Horkheimer, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, et un peu plus tard, Alain Badiou et Jean-Luc Nancy. C'est ça le nom central. Il y a des autres, mais ça, c'est le nom central dans ce livre. Et encore une fois, la recherche n'est pas historique, c'est-à-dire je n'essaie pas de contextualiser, de faire toute l'histoire de l'antisémitisme et du racisme après la Deuxième Guerre mondiale. Je n'essaie pas aussi de baptiser tous ces auteurs comme des anti-antisémites. Je trouve seulement que les différents auteurs arrivaient à formuler dans certains moments dans leur carrière une constellation d'anti-antisémitisme que je problématise. Je montre aussi comment les différents auteurs n'ont pas resté dans cette position, ils ont essayé, dans une phase plus avancée de leur travail, de problématiser eux-mêmes ce qu'ils ont écrit plus tôt. Donc, quand je parle de Hannah Arendt et le problème chez elle des anti-antisémitismes, je suis aussi conscient qu'elle était plus que ça. Mais je l'utilise le texte de Hannah Arendt ou des autres pour montrer cette constellation. Donc, je vais vous très vite et très brièvement nommer les trois positions que j'analyse dans les livres et vous dire avec qui je l'associe et où exactement dans sa carrière. Donc, la première position, la position fondamentale, c'est justement les théories, les philosophes qui, à la base, c'est simplifié, à la base, nous disent que le problème, justement, avec l'antisémitisme, c'est la création, l'invention du judaïsme. L'invention du judaïsme, justement, de la collectivité juive comme collectivité de savoir. Il y a une version faible de cette position. C'est la version faible de l'invention imaginaire du judaïsme. Les antisémites créent, produisent le judaïsme comme fantaisie dans sa tête. C'est ça une version que je trouve chez Adorno et Horkheimer dans leur dialectique des Lumières. Il y a un chapitre qui est dédié à l'antisémitisme et c'est là. Il y a des autres théories, mais je trouve que ça, c'est une théorie principale chez eux. Il y a une version plus forte de cette même constellation, la création réelle des Juifs par l'antisémite. Et bien sûr, vous connaissez tous l'auteur qui a avancé cette thèse, et entre-temps est très connu et discuté, et Jean-Paul Sartre, dans les réflexions sur la question juive. Oui, c'est l'antisémite qui fait le juif, je cite. Et bien sûr, selon Sartre,
l'antisémite fait les juifs, pas seulement comme fantaisie dans sa tête, mais justement par les regards, il crée une conscience juive qui réagit d'une manière authentique ou pas à cet regard de l'antisémite. Donc, création imaginaire et création réelle. Et bien sûr, à propos, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique sociale où personnes qui n'ont pas aucune pensée ou idée ou conscience d'eux-mêmes comme juifs arrivent à avoir cette conscience justement par hostilité anti-juive. Ça existe, bien sûr. Ce que je critique, c'est la tendance de prendre cet phénomène comme la base et comme l'origine, comme le paradigme du judaïsme en général. C'est ça que je critique chez Sartre. OK, ça c'était la première position. La deuxième position que je montre, c'est la position inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas l'antisémitisme qui crée, qui est l'invention du judaïsme. L'antisémitisme ne crée pas le judaïsme, il se réfère à une réalité, à un vrai judaïsme qui existe dans le monde. Et le problème avec l'antisémitisme, c'est que l'antisémitisme reproduit le judaïsme. Le problème de base est avec le judaïsme, c'est-à-dire le problème d'associer une collectivité avec un savoir, avec un contenu épistémique. Ce problème, c'est un problème juif. C'est le judaïsme historique qui a associé un peuple et un Dieu, religion, un peuple, une idée avec une collectivité. Et c'est là qui a commencé le problème. C'est-à-dire, c'est plutôt le judaïsme qui a créé l'antisémitisme. Ce n'est pas l'antisémitisme qui crée le judaïsme, c'est le judaïsme qui a créé l'antisémitisme. C'est ça la deuxième constellation que je trouve chez Hannah Arendt, dans son livre sur le totalitarisme, les origines du totalitarisme. Il y a une partie sur l'antisémitisme. Et là, elle fait la généalogie de antisémitisme raciste vers des idées juives. Et un deuxième auteur où je trouve cette version d'anti-antisémitisme, c'est Alain Badiou. Beaucoup plus récent, en France, vous connaissez aussi. Et dans cet recueil de portées de mots juifs, combiné avec le livre sur Saint Paul et la fondation de l'universalisme, et lui aussi, justement, le judaïsme est un site, un lieu, un principe de particularisme, justement, une collectivité de savoir, de où, justement, le christianisme se libère avec l'universalisme. Donc, chez Badiou et Arendt, je trouve cette deuxième version de l'anti-antisémitisme. La troisième forme, et là je vais finir, la troisième forme d'antisémitisme que je trouve, la forme la plus récente et la plus intéressante et plus complexe, parce que cette forme d'anti-antisémitisme, comme la deuxième forme, reconnaît un judaïsme épistémique historique contre laquelle l'antisémitisme réagit, c'est-à-dire il y a vraiment une épistème juive, il y a vraiment une collectivité de savoir. Et cette collectivité de savoir n'est pas antisémite, c'est-à-dire n'est pas raciste. Ce n'est pas une version originale de l'antisémitisme que l'antisémitisme vient de reproduire. Ce n'est pas ça. L'antisémitisme ne crée pas le judaïsme et ne reproduit pas le judaïsme, mais l'antisémitisme
et l'opposition au judaïsme. L'antisémitisme est vraiment anti-juif. C'est vraiment une idée qui est anti-juive et opposée aux idées du judaïsme. C'est-à-dire, il y a vraiment une épistème juive, il y a vraiment une pensée juive. On pourrait dire presque que ce n'est plus l'anti-antisémitisme, parce qu'il y a la reconnaissance du savoir juif, des pensées juives. On est presque parti de l'anti-antisémitisme. Mais c'est quand même une troisième, je parle quand même de troisième position d'anti-antisémitisme, de l'effacement du savoir juif, parce que dans cette constellation que j'analyse d'anti-antisémitisme, le savoir juif, l'épistème juif dont on parle, c'est un savoir paradoxal, selon lequel il n'existe pas un savoir juif. C'est une communauté juive organisée selon l'idée qu'il n'existait pas une idée juive, une pensée juive. C'est-à-dire, c'est une communauté juive qui est à la base anti-sémitique. C'est-à-dire, c'est une figure de judaïsme comme anti-sémitisme. Figure paradoxale, on les trouve, par exemple, assez récemment, chez un philosophe et malheureusement décédé il y a quelques semaines, Jean-Luc Nancy, qui a écrit dans les dernières années 2 livres sur l'antisémitisme, Banalité de Heidegger, justement l'intervention sur le débat autour de Heidegger, et les Juifs exclus à nous, les Juifs exclus à nous, qui est justement une théorie plus articulée d'antisémitisme, où il avance plus ou moins cet argument. Il existe un savoir, un épistème juif, mais c'est un collectif de savoir paradoxal qui résiste en fait l'idée de collectif de savoir, de soi, de peuple. C'est un soi collectif de dispersion, de diaspora, de négativité épistémique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est toujours une forme d'antisémitisme, c'est toujours une forme d'effacement du savoir juif, avec l'intention, je répète, positive, de lutter contre l'antisémitisme. Je pense qu'ici, je vais finir. Merci pour écouter avec attention tout ce que j'ai raconté. J'espère que j'ai aussi arrivé à répondre un peu à ce que Martine a déjà posé comme question. Et je serais très heureux d'entendre ce que vous pensez, ce que vous critiquez ou quelles questions que vous avez. Merci beaucoup, Elad. Donc, Martine Cohen, si vous avez des questions. Ignar. Oui, alors là, je suis sans savoir. Par rapport à vous, je ne suis pas du tout philosophe, je suis sociologue. Oui, c'est parfait. On parle justement de sans savoir. Oui, je vois. C'est pour ça que je le dis comme ça. Merci. Mais, alors, j'ai des questions vraiment d'ignare. Oui. Pour le dernier point, la troisième forme que vous avez évoquée, je ne connais pas du tout Jean-Luc Nancy, je ne l'ai pas lu. Oui. Je sais juste qu'il y a quelqu'un qui est philosophe, un juif français, qui s'appelle Dan Arbib, je ne sais pas si vous le connaissez. Dan Arbib, il est agrégé de philosophie, il est prof à l'ENS rue d'Ulm, qui le connaît bien et qui est un bon ami à lui. Donc je me dis, peut-être que ça serait bien d'en discuter avec lui de cette question-là. Voilà, parce que Dan Arbib, c'est quelqu'un d'engagé dans la communauté. Il est par ailleurs chazan dans une synagogue à Paris. Voilà.
entre autres. Voilà. Ça, c'est une question comme ça. Mais à vrai dire, je voudrais savoir si j'ai bien compris dans cette troisième forme. Est-ce qu'il s'agirait d'une collectivité juive, si on peut dire, purement sociologique et sans contenu? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Voilà, les Juifs, ils existent, ils sont là, ils sont en Israël, ils sont ailleurs. Ils existent, c'est tout, quoi. Ils ne portent pas quelque chose de particulier. Est-ce que c'est ça ce que vous avez voulu dire? Et Oui. attendez, juste, je vais terminer mes Pardon. questions. Oui, bien Pardon, sûr. hein. Et mes autres questions, ça concerne, vous avez évoqué le juif de savoir. Il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, Jean-Claude Milner. Qu'est-ce que vous faites de sa pensée sur le fait que l'Europe est quasi principalement un lieu d'éradication des Juifs, de savoir. Je ne sais pas s'il dit aussi les Juifs réels en même temps. Bon, voilà. Et pour la question du philosémitisme, j'ai pensé aussi à Yvan Segré. Vous le connaissez, Yvan Segré? Voilà, parce qu'il réagit à certaines faux amis des Juifs, on va dire ça comme ça, en parlant, qui parlent de philosémitisme d'État, il réagit à ça, etc. Bon, voilà. Donc par rapport à cette constellation de gens que je ne connais pas, voilà, en gros, que je connais de très loin parce que j'ai du mal à suivre certains écrits épistémologiques ou je ne sais pas, en philosophie, mais oralement j'arrive à vous suivre, mais à peu près, mais bon. Et donc voilà, par rapport à ces constellations de noms que j'évoque, comment vous situez votre réflexion? Et juste un autre dernier point, par rapport à Gilad Nidjar, que je ne connais pas aussi, sur le fait que l'antisémitisme serait aussi un antisémitisme qui ignore le sémitisme arabe, quoi, ou musulman, ou sémite, ou arabe, je ne sais pas. Personnellement, je dirais comme ça, en tant que sociologue qui observe le monde juif français depuis un moment, et encore tout dernièrement, dimanche dernier, j'étais à la 11e convention du CRIF, patati patata, bivnou, on se bat contre l'antisémitisme. Et alors, puisqu'on se bat contre l'antisémitisme, on se bat contre Zemmour, n'est-ce pas? Et la plupart... Like tears from a star. Pardon? Like tears from a star. For all those born beneath an angry star. Peut-être le modérateur peut... Mettre le... Voilà. Donc, moi, ce que j'ai entendu dans ce discours des responsables institutionnels juifs, c'est qu'on est contre Zemmour parce qu'il est anti-juif. Et jamais on est contre Zemmour parce qu'il est raciste et musulman. Et j'ai envie de continuer juste mon idée qui m'est venue à ce moment-là, c'est quand Frantz Fanon dit... Attendez, Martine. Eva, on vous entend. Vous ne pouvez pas lui couper mettre votre micro. Eva. Chante, en fait, c'est bien, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. Filippo, tu ne peux pas couper le micro d'Eva? Je ne suis pas l'administrateur, c'est Céline. Je pense qu'il peut le faire. D'accord. Moi, je n'ai pas accès à ça. Alors, pour terminer mon idée, c'est que quand Frantz Fanon dit aux Noirs, si on parle des Juifs, tendez l'oreille, c'est de vous qu'on parle. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui aux Juifs de France, si on parle des Beurs, des Arabes, des Noirs, tendez l'oreille, c'est aussi de vous qu'on parle. Même si Zemmour n'en parle pas comme ça, même si d'autres n'en parlent pas comme ça, Le Pen et autres. Et ça m'inquiète, le fait qu'on ne s'inquiète pas du racisme de certains gens à droite. Pas du racisme anti-juif, là, parce que bon, voilà, il y a là qui le cachent bien, mais du racisme anti-arabe et anti-musulman et anti-beurre, quoi. Voilà. Mes questions, elles sont là. Je vous ai tout étalé ce que je savais. Merci beaucoup, Martine. Vous disiez sans savoir, mais vous savez beaucoup. Et Yvan Segré, c'est à côté de Gilad Nidjar, c'est la deuxième personne que j'ai commence le livre avec justement indiqué que mon argument est assez finalement et à la base assez proche à celui d'Yvan.
vous avez complètement compris, c'est justement ça. Et c'est faux amis. Et il a écrit exactement sur le philosémitisme, la réaction philosémitique, et comment penser Auschwitz. Et c'est finalement la même question. Et la même question, la même critique qu'il fait contre cette... il n'appelle pas anti-antisémitisme, il appelle philosémitisme, mais ça, à la base, c'est la même chose. C'est exactement ça. Et par rapport à Dan Arbib, je ne connais pas son travail. Merci pour l'indiquer. Je vais justement regarder de plus près ce qu'il fait. Et par rapport au Juif de savoir, oui, je pense qu'il y a une analogie justement avec l'effacement que Jean-Claude Miner, dont il parle, l'effacement justement de judaïsme, de pratiques de judaïsme, de vraies pratiques juives, justement par cette spiritualisation des savoirs, intellectualisation des savoirs, et je le trouve important, justement comme critique de problèmes inhérents de la sécularisation, de la modernisation, et aussi de l'émancipation et assimilation des Juifs. Et justement, moi, je me concentre sur un autre, disons, un autre domaine où quelque chose pareil se passe, non pas au sein du judaïsme, mais au sein justement au sein de réactions non juives aux juifs, c'est-à-dire le passage entre l'antisémitisme et l'anti-antisémitisme. Donc c'est ça le cas, mais comme j'ai indiqué, je trouve que cette d'épistémisation des juifs ne se passe pas seulement dans les sites anti-antisémitiques, mais il y a aussi des performances, des performances internes au monde juif où on peut voir un phénomène pareil. Et je pense que Jean-Claude Milner parle justement de ça. Un autre exemple sera aussi quelques formes de sionisme, au moins de sionisme historique, où justement on a cherché d'activer politiquement une nationalité juive, non pas pour générer une culture juive, mais justement pour en finir avec la culture juive, c'est-à-dire pour trouver un lieu plus efficace pour la civilisation. C'est ça, par exemple, chez Herzl. Et donc, l'effacement de l'épistème juif n'est pas seulement une opération non juive, c'est aussi une opération juive interne. Et voilà. Maintenant, pour le dernier point, je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense que c'est ça aussi le point que fait Gil Anidjar, finalement. Comme vous dites, on peut complètement utiliser Fanon, qui a entendu ça de Aimé Césaire, son prof. Je suis complètement d'accord, c'est quelque chose que je trouve important. Et aussi sur le volet positif de mon projet, c'est-à-dire, OK, il y a une épistème juive, qu'est-ce que cette épistème? Et je trouve que justement là, il faut aussi être conscient au vrai problème de la positivité et des tentatives positives de lier collectif et savoir, c'est-à-dire bien sûr des formes de racisme, comme vous dites. Donc vous avez complètement raison, et ça aussi c'est une remarque peut-être vers Martine, qui a posé la question de la suite, de où ça mène. Donc, ça mène justement à la conceptualisation positive de qu'est-ce que ça veut dire alors savoir juif aujourd'hui. Et si vous voulez savoir, je suis en train de répondre à ces questions dans un nouvel livre sur Emmanuel Levinas. OK.
le Talmud. Lévinas, c'est le Talmud, et justement la question de cette politique des savoirs que Lévinas développe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je peux peut-être, donc en te lisant, Elad, je me suis moi demandé si il y avait eu des penseurs qui ont réfléchi à l'antisémitisme avec les Juifs. Donc, est-ce qu'il y aurait des contre-exemples aux exemples que tu as pris? Oui, le contre-exemple est, je pense, le plus connu pour moi, c'est justement Lévinas. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris Lévinas, justement, entre autres. Il a fait, il a dit d'une manière très explicite contre Sartre, dans la même année, 47, quand c'était le livre de Sartre était publié. Et justement, c'est pas l'antisémitisme qui crée le judaïsme. Et s'il dit, si le judaïsme, si l'essence du judaïsme était de lutter contre l'antisémitisme, le judaïsme était à peu de choses. C'est ça. Et donc Lévinas, c'est un contre-exemple. Et il développe aussi justement une pensée historiographique où il essaie justement de montrer pourquoi le projet juif, selon lui, devait même, c'était nécessaire que ce projet va susciter une réaction négative, c'est-à-dire opposition, et justement parce que c'est un projet critique. Et donc, l'efficacité, la vérité et la valeur de ces projets, c'est qu'il y avait une opposition. Et il le montre de différentes façons. Donc, c'est-à-dire, il montre aussi, pour ainsi dire, le côté important qu'il y a antisémitisme. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pas quelque chose de positif quand il y a haine contre juifs, mais pour lui, pour Lévinas, ça montre que les juifs sont en train de apporter quelque chose qui est justement une critique de politique et sociale et culturelle contre la société hégémonique. Et bien sûr, c'est important justement de montrer pour lui qu'il y a une résistance à ça. C'est-à-dire qu'il y a Lévinas, le dernier Lévinas parle même d'important que le juif ait été persécuté. C'est-à-dire ça, c'est justement la subjectivité, la mission historique du judaïsme était liée à ce que les juifs résistent aux formes, au pouvoir, justement, et alors qu'ils soient persécutés par le pouvoir. Et pour Lévinas, c'est important de le voir comme quelque chose qui montre l'efficacité du judaïsme. Et à côté de Lévinas, je dirais presque tous les penseurs orthodoxes prennent la haine contre le judaïsme comme quelque chose de très naturel. C'est-à-dire, ils comprennent, ils font quelque chose que personne ne comprend, qui est bizarre, et ils comprennent ça comme quelque chose qui est lié justement à quelque chose de réel. Et bien sûr, on fait des mitzvot et on développe de pratiques qui sont différentes. Donc, s'il y a des réactions hostiles contre ça, on n'aime pas ça, mais on comprend d'où ça vient. C'est-à-dire, ce n'est pas une fantaisie. Il y a vraiment une mode de vie différente de juifs orthodoxes. Je parle de juifs orthodoxes. Est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y, allez-y. C'est le terme d'épistémé au singulier, presque, je dirais, par rapport au judaïsme, m'interroge, on va dire, parce que comment on pourrait dire ça, je ne sais pas s'il y a un hiatus éventuellement entre des orthodoxes ou des ultra-orthodoxes.
et Lévinas, ou entre des ultra-orthodoxes, Metnachalim dans les territoires occupés et d'autres. Voilà. Le terme d'épistémé au singulier, comment vous le déclinez par rapport à la diversité des positions juives, y compris des positions juives d'un côté en diaspora, de l'autre côté en Israël, et puis en Israël, de la diversité de l'éventail politique. Voilà, très, très grande diversité, je pense. Voilà, c'est une question très large, hein, je sais, mais bon. Mais épistémé au singulier, voilà, est-ce que c'est une question, ça? Non, épistème en pluriel. Et ce que j'ai, en fait, le projet positif, c'est m'interroger sur l'histoire intellectuelle du judaïsme et justement les différentes positions épistémiques qui ont été développées. Et c'est ça le projet positif. J'ai trouvé que pour arriver à poser cette question, il faut d'abord lutter contre, paradoxalement, anti-antisémitisme. C'est-à-dire que comme philosophe, pour pouvoir parler de pensée juive comme quelque chose, des pensées juives, au pluriel, dans le discours de philosophe, il faut franchir cette barricade d'anti-antisémitisme. C'est ça que j'ai éprouvé. Et justement, quand je voulais intervenir sur la question de Heidegger antisémitisme au niveau de philosophie. Donc, ça, c'était pour franchir cette barricade. Après que j'ai franchi ça, oui, la question est de quoi, justement, on parle quand on parle de savoir juif. Donc, je trouve qu'il y a justement une constellation complexe des différentes. C'est une tradition très longue, bien sûr. On parle ici oui, c'est un parallèle comme la philosophie occidentale. C'est quoi la philosophie occidentale? Bien sûr, il y a des philosophes, mais il y a aussi une philosophie occidentale. Donc, il y a cette dynamique entre l'essai et la tentative de caractériser une sorte de très commun des principes fondateurs de cette tradition de philosophie occidentale, qui, en même temps, aussi pour expliquer qu'il y avait beaucoup de façons de comprendre ces principes fondamentaux et de décliner au cours des siècles par différentes écoles philosophiques, mouvements philosophiques, philosophes, etc., etc. Donc, la même chose, je pense qu'on peut faire avec la philosophie, mais ce n'est pas une philosophie, justement, la pensée ou l'épistème juif. On peut trouver, je pense, je n'ai pas la réponse, mais on peut trouver, je pense, une tendance ou quelques traits communs sur lesquels se développaient justement des différentes déclinations, des constellations au cours des siècles. Et bien sûr qu'il s'agit ici d'un travail critique, c'est-à-dire d'aussi pouvoir indiquer ce qu'on trouve plus ou moins important et plus ou moins, si on parle d'antisémitisme et de racisme, plus ou moins efficace, justement comme la direction ou comme la constellation, justement pour éviter ou pour lutter contre ça, contre le racisme et l'antisémitisme. Personnellement, j'ai choisi Lévinas parce que je trouve justement la tradition rabbinique, talmudique, un lieu pour moi intéressant. Pour cela. Mais il y a les autres réponses. Il y a par exemple Elliot Wolfson qui travaille sur le Kabbalah. Il trouve dans la Kabbalah les ressources, mais aussi les problèmes, et de lutter contre les formes de racisme, de nationalisme, de chauvinisme. Donc, il y a cette réponse-là. Je ne suis pas convaincu que c'est la bonne réponse, mais c'est ça qu'il fait. Donc, moi, je concentre sur le Talmud. Il y a bien sûr des gens qui parlent de la philosophie juive, soit médiévale, Maïmonide,
ou la philosophie juive des Lumières, de Mendelssohn, de Hermann Cohen, de Franz Rosenzweig. Ils trouvent là la bonne version du judaïsme pour lutter aujourd'hui contre les formes qu'on trouve problématiques, justement en tant que juif, soit antisémitisme, soit racisme. Moi aussi, je suis moins convaincu. C'est ça la meilleure réponse que la tradition intellectuelle juive spécifique à nous donner. Mais bon, ça reste à montrer, ça reste à démontrer. Bon, est-ce que il y a encore des questionnements? Et Filippo? Oui, je voulais juste... il y a une chose qui m'a vraiment surpris dans votre exposé. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert, un spécialiste dans tous les sujets liés à l'antisémitisme. Mais si j'ai bien compris d'ailleurs votre exposé, j'avais jamais réfléchi à la possibilité que le savoir pouvait être considéré comme coïncident ou équivalent ou complètement incarné dans un peuple. Que la vérité puisse s'incarner quelque part, ça, oui, effectivement, toute religion, idéologie, système de pensée le montre. Hein. Enfin, le principe, la vérité est quelque part, elle doit bien être quelque part, donc elle doit se loger quelque part et rester là-bas. Mais que le savoir aussi euh, puisse vraiment être presque prérogative unique ou être considéré comme euh, demeurant dans un peuple, dans ces cas, et avec la disparition de ce peuple, ce savoir aussi puisse en quelque sorte disparaître, ça, j'avais jamais pensé. Et j'avoue que il m'est vraiment difficile de pouvoir le concevoir. Parce que je considère effectivement le savoir comme quelque chose qui, une fois qu'il se produit, le moment même de se produire, comme dire, se libère de toute limitation géographique, temporelle, corporelle, euh, matérielle, non? Il y a quelque chose qui se donne en fait. Et donc, le pouvoir le limiter et pouvoir penser, imaginer de le faire disparaître en faisant disparaître sa source, en quelque sorte, historique, euh, j'arrive pas, enfin, la vérité, oui, effectivement, tout ce qu'elle amène, mais le savoir, il m'est vraiment difficile. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça m'a beaucoup fait interpeller. Merci Filippo. Et bon, quand je dis savoir, je parle d'une manière assez large, et pas seulement, justement, je dire épistème, et pas seulement les théories ou ouais, la mathématique, mais aussi des formes de savoir appliquées, les pratiques, les formes de vie. On peut parler de culture ici, si on veut, mais l'idée est justement que savoir, c'est quelque chose qui a une fonction sociale. Et pour cela, il y a besoin d'une subjectivité collective qui développe, qui vive cette savoir justement comme culture. Et maintenant, il y a bien sûr une tendance universaliste qui est justifiée aussi à dire que c'est difficile et même peut-être dangereux d'essayer de relativiser, de faire de savoir des vérités, des philosophies, de penser des attributs de collectivité, d'ethnie ou des collectivités populaires, tout ça. Et c'est justifié. À l'autre côté, et bien sûr, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout dans l'âge de la décolonisation, on a développé plus en plus cette notion que
l'universalisme même un agent, une subjectivité historique très spécifique, justement européenne ou occidentale, et notre philosophie est une philosophie avec une certaine langue, avec certaines catégories, avec certaine histoire qui finalement est très spécifique. Justement la Grèce, Rome et tout ça. Et donc arriver à développer plus en plus cette idée que, sans être complètement relativiste, il est important pour lutter justement contre le forme de racisme impérialiste, par exemple de la sorte que Arendt parle, de réhistoriser aussi la philosophie, aussi la pensée, aussi le savoir, et de parler de différentes épistémes. Et il y a une tentative, justement, qui était aussi liée justement à ces discours de Fanon, c'est justement le discours décolonial, après post-colonial, de développer la possibilité d'aller au-delà justement de l'universel européen vers des systèmes de pensée et de savoir au niveau large non européen. On parle aujourd'hui de l'épistémologie du Sud, on parle de l'épistémologie africaine, et bien sûr orientale. Et dans ces contextes-là, il y avait aussi justement des penseurs juifs comme Lévinas, qui essayaient de développer la notion de savoir, de pensée, de mode de vie et de notions de collectivité et qui sont spécifiques de la tradition juive. Et aussi, à propos parallèle aussi, il y avait des gens qui essayaient de faire ça avec l'islam. Donc ça, c'est quelque chose qui est, vous avez raison, c'est toujours un conflit, une tension avec cette besoin fondamental d'universalité, de communication. Donc, c'est une vraie tension. C'est une vraie tension. Mais si je peux revenir vers Martin Cohen qui a posé la question de OK, c'est quoi l'épistéme juif? C'est quoi? Même s'il y a une pluralité, mais c'est quoi quand même quelque chose spécifiquement juif? Donc, je pense que là, on peut dire que cette notion que le savoir n'est jamais quelque chose complètement théorique, mais il y a toujours un besoin de mobiliser le savoir, la vérité et la pensée dans une forme collective de vie, peuple, et dans l'acception la plus large possible. Et je pense que ça, c'est une réalisation, une intuition qui appartient à cette monde de pensée. C'est-à-dire qu'il y a une histoire. Il y a une histoire de savoir aussi. Et cette histoire a des subjectivités collectives qui sont les auteurs ou les acteurs dans cette histoire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est clairement... Je me permets, c'est comme si, en fait, l'idéal serait de écrire une critique de la raison pure pour chaque peuple, finalement. C'est-à-dire les modalités propres du savoir et de la vérité de se manifester à partir de l'histoire. Et donc, comment dire, si j'ai bien compris votre réponse, c'est que chaque peuple, en quelque sorte, a des modalités qui lui appartiennent dans la production de savoir, dans les modes de vérité, dans les catégories de la pensée, et qui le caractérisent. Oui, ça ne doit pas être un peuple, ce n'est pas nécessairement un peuple. Par exemple, les études des genres ou les études queer, il avance des arguments parfois assez proches, c'est-à-dire qu'il y a une hégémonie. La philosophie occidentale n'est pas seulement grecque,
elle est aussi masculine. OK? Donc, on peut aussi remettre en question la philosophie occidentale par une perspective qui n'est pas non européenne ou non occidentale, mais occidentale européenne, mais féminine. On peut aussi parler d'épistémologie féminine. Il y a des auteurs qui ont fait ça. Donc, ça ne doit pas être nécessairement un peuple. Oui, un sujet de savoir, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, sujet collectif de savoir. Sujet collectif de savoir. Oui, oui, oui. Je vais aussi faire la remarque qu'on a aussi des exemples de sujets négatifs de savoir, c'est-à-dire des collectivités que par leur situation socio-économique ou politique ont devenu des acteurs des savoirs. Par exemple, chez Marx, le prolétariat, ce n'est pas une collectivité constituée par savoir, c'est une collectivité par l'exploitation. Mais une fois qu'il y a le prolétariat, pour Marx, le prolétariat doit devenir l'acteur, par le communiste, doit devenir l'acteur. Chez Fanon, chez Sartre, sur la négritude, okay? C'est les Noirs ou les peuples colonisés qui, pour se libérer, doivent devenir des acteurs des savoirs, des acteurs épistémiques. Donc, il y a une sorte d'épistémologie négative qui sont développées par cette notion de victime ou justement de groupes des groupes persécutés, par exemple. Et ça aussi, justement, aussi par quelques penseurs, Claude Lanzmann, par exemple, je pense qu'il a une notion assez proche à ça dans le monde juif. Bon, eh bien, je crois qu'Elad, tu nous as fait passer une belle fin de journée. Un grand merci de ces remarques et de ces développements qui vont nous accompagner encore parce que je pense que, enfin, moi, j'aurai la chance de pouvoir te croiser à Lille et de pouvoir continuer ce dialogue. Voilà. Et puis, donc, merci à tous d'être venus, d'avoir écouté. Bonne soirée et à une autre fois. Merci revoir, merci Martine, merci à tout le monde pour cette discussion. Merci beaucoup, Elad. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.